Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous pour inaugurer le 19e Salon des entrepreneurs. Alors que la France et l'Europe sont touchées par une des crises sans doute les plus graves de ces 60 dernières années, alors que les équilibres du monde ont été si profondément bouleversés, il nous faut faire preuve de courage, de lucidité et inventer les nouvelles réponses à une crise que nous n'avons jamais connue dans son ampleur et dans ses contours. Il faut prendre des risques, il faut se remettre en question, il faut s'adapter, en bref, il faut faire preuve des qualités dont vous faites preuve, les créateurs et les entrepreneurs. Que dirait-on d'un entrepreneur qui reste arc-bouté sur ses certitudes? Que dirait-on d'une entreprise qui refuserait l'innovation et le changement? Que dirait-on d'un entrepreneur qui dépenserait davantage que ce qu'il ne gagne? Et que dirait-on d'un entrepreneur qui voudrait appliquer les techniques des années 80 pour faire face au monde de 2012? On jugerait qu'il mène son entreprise au déclin et à la ruine. Et je veux saisir l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous dire que le prix que la France doit attacher à l'esprit d'entreprise et la confiance que la France doit accorder aux chefs d'entreprise. La réputation de notre pays, c'est que nous n'avons pas l'esprit d'entreprise. Rien n'est plus faux. Ça arrange une partie des élites qui n'ont pas l'esprit d'entreprise, qui sont eux-mêmes si peu entreprenants. C'est normal. Ils sont assurés d'avoir les premiers postes, quels que soient les efforts qu'ils font, parce qu'ils ont fait de bonnes études entre 18 et 22 ans. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir l'esprit d'entreprise. Je précise, ce n'était pas dans le discours, lui-même préparé par Bac plus 24. Je le rajoute. Mais vous avez là, à ce point, exactement le problème de l'image faussée de notre pays. Les élites obéissent à un modèle, sont normées. Ce modèle, c'est qu'il faut être le premier à l'école, être une bête à concours, c'est bien, formidable, tant mieux, mais tout le monde n'a pas les qualités pour être le premier à l'école et être une bête à concours. D'autres ont d'autres qualités qu'ils font valoir après les 22 ans. On s'aperçoit d'ailleurs que parfois ça avance très vite pour les uns, puis ça décline assez vite. Puis pour d'autres, ça se révèle plus tard. Bon. Mais c'est tout ça l'esprit d'entreprise. Car naturellement, quand on est assuré à 22 ou à 23 ans d'avoir une place dans la société, parfois ça ne donne pas la force d'aller chercher ailleurs d'autres ressources, puisque de toute manière, on est garanti d'avoir cette place. Je suis sûr que dans cette salle, il y a des gens qui ont fait des études, et c'est très bien, il faut faire des études. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance, ou tout simplement qui s'ennuyaient à l'école, ça peut arriver. Et puis il y en a d'autres qui se sentent pleins d'énergie, qui ont envie d'être leur propre patron, qui ont envie de créer, qui ont envie de réaliser, qui ne veulent pas être dans les codes habituels, qui ne veulent pas attendre, qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. On a besoin de vous. Mais vous êtes aujourd'hui plus de 2,5 millions d'entrepreneurs individuels en France. 2,5 millions. Malgré 3 années de crise, il y a 2,5 millions d'entreprises qui se sont créées depuis 2007. 2,5 millions. En 2011, il y a un demi-million d'entreprises qui ont vu le jour, 4 fois plus qu'il y a 15 ans. Donc ça progresse. Il y a eu le succès du statut d'auto-entrepreneur. 1 million de Français, donc 200 000 jeunes,
ont choisi ce régime depuis sa création par Hervé Novelli en 2009. Et une étude récente montre que 3 auto-entrepreneurs sur 4 n'auraient pas créé d'entreprise sans ce statut. C'est 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2011, réalisés par eux. Alors, je sais, ça pose d'autres problèmes par ailleurs qu'on est en train de solutionner. La réponse d'ailleurs au problème du chômage, c'est les nouvelles entreprises. La moitié des nouvelles entreprises prévoit de recruter au moins 2 salariés dans les 2 ans qui viennent. Il faut cesser de croire que l'emploi public est l'alpha et l'oméga de la réponse au chômage. C'est une erreur, c'est un mensonge, c'est une impasse. Parce que naturellement, les postes de fonctionnaires, qui par ailleurs sont nécessaires, augmentent les dépenses publiques, donc doivent être financés, et pour les financer, on doit accroître les charges. En augmentant les charges, on pénalise l'emploi, on pénalise les entreprises, on pénalise votre compétitivité. Ça pose le rôle de l'État, la question du rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer un environnement favorable au développement de vos projets. Le rôle de l'État, c'est de diriger l'investissement vers vos entreprises. Ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous en avez besoin. Il y a vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Nous sommes l'un des pays où les banques sont le mieux implantées. Nous sommes l'un des pays où il y a le plus de succursales, où il y a plus de réseaux bancaires. Nous avons les banques les plus importantes d'Europe. Et quand il faut prêter de l'argent aux PME, c'est l'État qui doit créer OSEO. Quand il faut prêter de l'argent aux petites industries, c'est l'État qui doit créer une banque de l'industrie. Et maintenant, quand il faut prêter de l'argent aux collectivités territoriales, Monsieur le ministre, c'est nous qui devons encore créer une banque. On se demande à qui les banques commerciales prêtent donc de l'argent s'il faut que l'État prête à OSEO, dont je félicite par ailleurs les dirigeants. Je voudrais en appeler parce que à la responsabilité et à la compréhension, on a de très grandes banques. Et je précise que ce ne sont pas mes ennemis. D'ailleurs, je ne vois pas ce que ça amène de dire qu'un tel ou un tel est un ennemi. Enfin, si ça soulage celui qui le dit, c'est très bien. Mais enfin, ça ne fait pas avancer la solution au problème des autres. Bon. Mais je voudrais qu'on ait cette réflexion sur le rôle du banquier dans la société, la place de la banque dans la société. Le rôle du banquier dans la société, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent très rapidement, c'est de faire confiance à des entrepreneurs sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, prêter de l'argent à cette entreprise au début et être associé à la réussite de cette entreprise après. Le rôle d'un banquier, ce n'est pas d'entretenir des salles de marché où des jeunes ultra diplômés derrière des ordinateurs hyper compétents parient sur une chose aussi intéressante que de savoir si la bourse va franchir les 2000 points ou les 2100 points. Franchement, ça, on n'en a pas besoin. On a vu où ça conduisait le pays. On a vu où la finance dérégulée conduisait les finances publiques. Et je ne comprends pas une chose, c'est quand il y a des périodes de spéculation sur l'immobilier, n'importe quel promoteur pouvait trouver n'importe quel banquier pour acheter n'importe quel terrain à n'importe quel prix, il y avait du crédit abondant. Et avec ça, on a créé une bulle immobilière qui, comme toutes les bulles immobilières, tous les 10 ans, explose. Quand il y a eu la bulle immobilière de l'Internet, on ne rencontrait que des gens, on ne vous expliquait pas ce qu'ils fabriquaient, ils vous expliquaient « nous levons des fonds ». On ne comprenait pas tout ce qu'ils disaient, mais apparemment, ils avaient trouvé des gens qui leur prêtaient de l'argent pour lever des fonds. En général, ils ont levé des fonds, ça s'est écroulé dans des proportions invraisemblables du jour au lendemain. Là, il y avait des financements. Quand c'est une petite industrie, chez Laurence Parisot, qui demande à acheter une nouvelle machine parce qu'elle a l'espérance d'un nouveau marché, c'est 100 000 € d'investissement, là c'est la croix et la bannière pour trouver quelqu'un pour lui prêter. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas acceptable
Et ce n'est pas ça le rôle qui doit être celui des banquiers au service de l'économie. Je le dis d'autant mieux que moi je ne crois pas à la différence entre l'économie virtuelle et l'économie réelle. Je trouve que c'est trop simple et trop facile, car après tout, dans la sphère de l'Internet, il y a de la création d'emplois, il y a de la plus-value, il y a de la création de richesses. Et je comprends parfaitement cela. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un tel blocage, une telle frilosité au moment où vous, les entrepreneurs, vous avez besoin qu'on vous fasse confiance. Depuis 5 ans, nous avons essayé de développer au maximum les possibilités pour l'entreprise dans notre pays. Ce fut d'abord la création du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Nombreux parmi vous étaient ceux qui disaient « il y a un problème, c'est que nous, les petits chefs d'entreprise, on est plus exposés que le patron de la grande multinationale. » Pourquoi? Parce que si la grande entreprise fait faillite, et s'il n'y a pas de faute pénale, on ne va pas chercher le dirigeant ou les dirigeants de la grande entreprise qui fait faillite sur son patrimoine personnel. En revanche, le chef d'entreprise d'une boîte de 4, 5, 10, 15 personnes, on allait le chercher sur sa maison, sur son appartement, sur son patrimoine familial. Avec le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, vous êtes protégé et en 2011, 6040 EIRL ont été créés, dont les 3/4 représentent des nouvelles entreprises. Par ailleurs, nous avons essayé d'alléger considérablement, c'est Frédéric Lefebvre qui l'a fait, les démarches que vous entreprenez qui sont encore trop lourdes, j'en ai bien conscience. Nous avons mis l'ISF à la disposition des PME, c'est le milliard d'euros d'investissement. Je vois aussi les faiblesses du système, parce que chaque année, il faut trouver l'entreprise dans laquelle on doit investir. Et par ailleurs, certains malins se sont emparés du système, prennent parfois des commissions extrêmement lourdes, je veux dire trop lourdes, et on ne sait pas toujours si ça va vraiment aux petits entrepreneurs. Sans doute, il va falloir qu'on y réfléchisse. Nous avons mis en place le système de l'impôt sur les sociétés à 15% pour les TPE. J'ai vu que certains le promettaient. Ben voilà une promesse qui ne sera pas difficile à tenir, c'est déjà fait. De ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Nous avons supprimé l'imposition forfaitaire annuelle. C'était une demande que vous nous présentiez régulièrement. C'est quand même 4 milliards d'euros en moins, en particulier pour les entreprises industrielles. Nous avons exempté de charges les très petites entreprises qui embauchent un jeune, parce que ce dispositif fonctionne, même s'il est coûteux. Nous avons essayé de résoudre un problème qui était extrêmement irritant pour vous. C'est lorsque vous aviez un marché avec l'État, l'État ne vous payait pas. Je veux dire qu'il payait avec retard. Aujourd'hui, les dépenses de l'État sont payées en moins de 30 jours, délai de 27 jours en 2010. Le délai dans lequel l'État payait en 2006, c'était 41 jours. Et de ce point de vue, ça pose clairement une question morale. L'État doit appliquer les règles qu'il veut faire respecter par les entreprises. Sinon, on n'est pas dans une société d'État de droit. Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas passer le temps sur ce qu'on a fait. Après tout ce qu'on a fait, ce n'est que notre devoir. Ce qui compte maintenant, c'est ce qu'on va faire. Je voudrais vous dire ma conviction absolue qu'on ne peut pas répondre à la problématique du XXIe siècle avec les idéologies du XXe. La grille de lecture du débat politique ou du débat économique, la grille de lecture habituelle est totalement obsolète. Nous sommes au XXIe siècle, dans un monde ouvert. Nous faisons 60% de notre commerce extérieur avec l'Europe.
Vous êtes en compétition avec nos voisins les plus immédiats, je pense à nos amis allemands. Si on ne vous met pas en situation d'être en compétition à égalité de charges avec nos voisins, alors vous ne pourrez pas développer vos entreprises. Et si vous ne pouvez pas développer vos entreprises, nous ne pourrons pas répondre à la demande d'emploi dans notre pays. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Ce n'est pas une question de savoir si on est pour le libéralisme, pour le keynésianisme, pour le monétarisme. C'est une question de bon sens. Le monde est devenu un village. Nous sommes en compétition avec le monde entier. Le pays est ouvert. Personne ne mettra une ligne Maginot. D'ailleurs, la ligne Maginot, ça n'a jamais fonctionné. Nous n'avons pas d'autre solution que de nous battre à armes égales, en faisant plus d'innovation et d'investissement que les autres, en formant mieux notre main-d'œuvre que les autres et en allégeant le poids des charges qui pèsent sur vous. C'est une affaire qui est indispensable et qui s'impose à tout gouvernement, quel qu'il soit. J'ajoute que dans le même temps, il nous faut rembourser nos dettes et réduire nos déficits, parce qu'on ne peut pas alléger les charges qui pèsent sur le travail et sur vous si on ne diminue pas les dépenses. Alors, ce fut un débat qui vous concerne, d'abord la question de la réforme des retraites en 2010. Qu'il faille se battre avec une telle énergie pour faire comprendre ce qui est compris par le monde entier, c'est que quand on gagne une année d'espérance de vie tous les 4 ans, il n'y a pas d'autre solution que de vous demander de cotiser plus longtemps pour payer la retraite qui sera la vôtre. Si on vit plus longtemps, on doit cotiser plus longtemps parce que la retraite est payée par la cotisation de ceux qui travaillent. Passer la retraite de 65 à 60 ans en 1983 fut une erreur, une démagogie, un mensonge. Y compris ceux qui l'ont fait à l'époque, savaient que ce n'était pas raisonnable. Parce que les perspectives démographiques, elles existaient. Quand en 2010, il a fallu faire la réforme des retraites, toutes les organisations syndicales y étaient opposées. Je peux comprendre. Personne n'a envie de prendre cette impopularité. Mais qu'il se soit trouvé tant de forces politiques pour refuser l'évidence, c'est absurde. C'est absurde, parce que ce n'est pas une réforme de droite ou une réforme de gauche. Pour 1,5 million de retraités, les retraites n'étaient pas payées. Alors il y avait 3 solutions, pas 4. La première, c'est de baisser les pensions de retraite aux 15 millions de retraités, qui ont déjà des petites pensions. Je pense que ça aurait été injuste socialement. La deuxième solution, c'était d'augmenter les cotisations payées par les entreprises. C'est le contraire de ce qu'il faut faire, parce que ça accroît le coût du travail alors que vous êtes en compétition. La seule solution qu'il restait, c'était de demander aux gens de travailler 2 années de plus tout au long de leur vie, parce que vivant plus longtemps, dans ces vies plus longues, la part de la vie active doit également s'allonger. Les Français l'ont compris. Il est quand même invraisemblable de voir que tout le monde, dans les élites politiques, n'a pas compris ce que les Français comprennent parfaitement. Alors bien sûr, ce n'est pas facile de dire aux gens qui vont devoir travailler 2 années de plus. Mais alors si vous n'avez pas le courage de leur dire ça, expliquez-leur qu'ils vont vivre plus longtemps, que c'est une bonne nouvelle, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. En tout cas, ceux qui disent qu'ils reviendront sur la réforme que nous avons construite, mentent. C'est un mensonge. Et il n'est pas plus acceptable parce qu'il est un mensonge d'État. Il est plus grave parce qu'il est un mensonge d'État. Quand on a les responsabilités, ou quand on aspire à des responsabilités, on a un devoir de vérité et de responsabilité. Tout n'est pas dans la facilité. Tout n'est pas dans le systématiquement dire oui. Tout n'est pas dans la démission. Tout n'est pas, allez, on met la poussière sur le tapis pour être sûr
de laisser aux autres ce qu'on n'a pas le courage de faire soi-même. La réforme des retraites, c'est 22 milliards d'euros de recettes en plus par le travail des Français en 2017. Les retraites seront payées. Et avec ça, on peut faire des allègements de charges sur vous. Mais ce n'est pas tout, et je le dis très simplement, nous avons un problème en Europe où le coût du travail est trop élevé. Alors combien ont été nombreux qui m'ont dit « Mais Nicolas, ne parle pas de ça ». Alors je dis « Pourquoi ?» Parce que ce n'est pas important? Ah, d'ici, c'est important. Mais ce n'est pas la période. C'est jamais la période. En 2010, c'était trop tôt pour faire la réforme des retraites. Souvenez-vous. On n'avait pas assez parlé. On ne s'était pas assez écouté. On avait les études depuis 25 ans qui disaient qu'on allait dans le mur, mais il fallait qu'on continue à se regarder droit dans les yeux. Pour conclure que c'était difficile et qu'on se retrouvera le lendemain pour savoir ce qu'il convenait de faire. Pendant ce temps, tous les autres pays le faisaient. Et ceux qui ne l'ont pas fait se retrouvent dans les situations qui sont celles de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, que ceux qui n'ont pas le courage d'assumer des décisions difficiles proposent aux Français l'avenir qui est aujourd'hui le présent de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne ou de l'Italie, qui doit faire des efforts sans précédent, parce qu'au moment où il fallait faire les réformes, les dirigeants de l'époque n'ont pas eu le courage de mettre en œuvre ces réformes. Sur les charges, il faut regarder les choses comme elles sont. Depuis les 35 heures, c'est-à-dire depuis le début des années 2000, les entreprises françaises n'ont cessé de perdre des parts de marché, non pas vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, en Europe. En Europe. Les chiffres parlent. Ils ne peuvent pas mentir. Sur un emploi de 4 000 €, le même entrepreneur, en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, va payer 840 € de charges, et en France, le même entrepreneur, de l'autre côté de la frontière, va payer le double de charges, 1 720 € de charges. Comment voulez-vous que les entreprises françaises puissent se développer si elles payent le double de charges sur un emploi à 4 000 € que les entreprises allemandes? Ce n'est pas une affaire, là encore, d'idéologie, c'est une affaire de bon sens. Nous avons donc décidé, avec le Premier ministre et les ministres, d'exonérer les entreprises françaises de cotisations patronales finançant la politique familiale. Et d'abord, je veux dire une chose parce que je la crois profondément juste. Ce n'est pas aux entreprises françaises de payer la politique familiale de la France. La politique familiale de la France doit être assumée par la France, mais la politique familiale n'a pas à être portée par les entreprises françaises. Nous avons donc décidé d'exonérer jusqu'à SMIC multiplié par 2,4 de la quasi-totalité des charges des cotisations familiales portant sur les emplois. C'est un allègement supplémentaire pour les entrepreneurs, pour vous, sur les emplois que vous allez créer ou que vous avez, de 13 milliards d'euros. Pour que vous compreniez l'importance du choix que nous avons fait, jusqu'à présent, les allègements de charges financés par l'État, c'est 22 milliards d'euros. Avec la décision qui sera votée par le Parlement au mois de février, nous passerons à 35 milliards d'euros. C'est 50% d'allègement de charges en plus pour l'entreprise France, pour vous, dans la compétition. C'est un choix absolument sans précédent qui était demandé depuis des années et que j'assume sans aucun état d'âme. Naturellement, le ministre des Finances me regarde, il n'était pas question de financer ces 13 milliards par du déficit. Donc il faut trouver un financement pour ces exonérations.
Nous y avons beaucoup travaillé et beaucoup réfléchi. Mais comprenez les choses. Savez-vous que pour la construction d'automobiles en France, alors que nous avons deux des grands champions automobiles du monde, PSA et Renault, nous sommes devenus, tenez-vous bien, importateurs de voitures. Importateurs de voitures. Parce que le mouvement de délocalisation a été massif, et que la France a perdu en 10 ans 1,5 million d'emplois industriels. Le mot délocalisation, ce n'est pas un gros mot, c'est une réalité. Alors, est vrai, cette réalité n'est pas la même selon qu'on appartient aux élites. On parle des délocalisations comme la possibilité de gagner des marchés à l'extérieur, je ne suis pas contre. Ou qu'on appartient au monde des salariés ou des ouvriers, et à ce moment-là, c'est son entreprise qui ferme, c'est son emploi qui disparaît, alors qu'on n'y est pour rien. Comprenez-moi, mesdames et messieurs, imaginez la colère qui peut être celle d'un homme ou d'une femme. Quand on fait une erreur et qu'on perd son emploi, on regrette son erreur. On se dit, j'aurais pas dû. Mais quand on perd son emploi et qu'on n'y est pour rien, il y a de quoi être furieux. Donc le problème français des délocalisations est un problème immense. Si ça coûte plus cher de construire des voitures en France que de les construire à l'étranger, naturellement la tentation de nos dirigeants va être de continuer à les construire à l'étranger parce qu'en France c'est trop cher. À ceux qui ne veulent pas ou n'osent pas assumer 1,5 point de TVA, moi je pose la question, alors vous serez complices des délocalisations. Alors les délocalisations, ça ne vous gêne pas. Alors la France qui se vide de son sang industriel, vous êtes complices, ça ne vous gêne pas. Voilà ce qui arrive lorsqu'on tient le discours de la facilité et lorsqu'on n'est pas capable d'assumer les problèmes de la France tels qu'ils se posent. Oh, naturellement, c'est plus facile de promettre des baisses d'impôts que de promettre des hausses d'impôts. C'est tellement simple. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés? On attend que toutes nos industries s'en aillent? Moi, qu'on aille construire des voitures, fabriquer des voitures à l'extérieur pour gagner les marchés, ça ne me gêne pas. C'est normal. Mais qu'on aille construire des voitures à l'étranger pour les faire vendre en France ensuite, ça, je ne l'accepte pas. Parce que ça, c'est du dumping social. Parce que cela, ce n'est pas de la conquête de marché extérieur. Parce que cela, c'est sacrifier les emplois français sur l'autel de la rentabilité financière. Ça, c'est de faire le choix du cours de bourse plutôt que de faire le choix de l'emploi industriel en France. Et certains l'ont fait d'ailleurs. Et un jour, je serai très heureux de m'en expliquer. Donc nous avons décidé que pour financer ces exonérations de charges qui vont vous permettre de créer des emplois et d'être plus compétitifs, on va faire 1,5 point de TVA en plus, 1,6. Pourquoi la TVA et pas les autres? Parce que sur ces mêmes 10 années, mes chers compatriotes, vous avez acheté 50% de produits importés en plus. Il ne s'agit pas de critiquer le choix des produits importés, peu importe. Vous voulez des télévisions à écran plat, vous voulez des téléphones portables psychédéliques, vous voulez des ordinateurs, vous voulez de l'informatique, c'est très bien. Je voudrais simplement vous dire une chose, il n'y a pas un seul de ces produits qui est fabriqué en France. En augmentant d'1,5 point la TVA, on frappe ces produits importés et on les fait participer au financement de notre protection sociale. Pourquoi allons-nous nous priver de cela? À ceux qui me disent qu'il fallait augmenter la CSG, je dis la belle affaire, mais la CSG, les importations ne la payent pas. C'est les consommateurs, c'est le contribuable français qui la paye, tandis que la TVA, les produits importés, la payent. Si vous achetez plus de produits importés, eh bien les produits importés financeront notre protection sociale. J'ai fait une exception à cela pour la CSG sur les revenus financiers, j'ai considéré qu'il était normal qu'elle participe. Donc que l'on me comprenne bien, je ne suis pas quelqu'un qui est fasciné par les augmentations d'impôts, au contraire. Je veux que les délocalisations s'arrêtent.
Je veux qu'on reste une terre de production. Mon projet économique, c'est qu'on garde nos usines, qu'on continue à fabriquer en France, non pas à fabriquer français, comme je l'ai entendu. Peu m'importe. Moi, à la limite, je préfère qu'on achète d'une entreprise étrangère qui fabrique en France plutôt que d'une entreprise française qui fabrique à l'étranger. Ça, c'est le choix. Produire en France, pas produire français. Consommer ce qui est produit en France plutôt que ce qui est produit à l'étranger. Et voilà la démarche qui est la nôtre pour alléger vos entreprises et vous permettre d'être compétitifs. Je suis d'ailleurs fasciné de voir que nous sommes les seuls à parler de la compétitivité. Comme si le problème ne se posait pas, c'est votre problème quotidien. Chaque minute qui passe, vous vous dites, attendez, comment faire le produit plus compétitif? Comment emporter cet appel d'offres? Comment faire mieux que le voisin? Comment augmenter ma part de marché? Voilà la contribution qui est la nôtre. Nous avons voulu une deuxième proposition, une deuxième mesure, qui est extrêmement importante et qui est la suivante. Au milieu des années 2000, nos amis allemands ont fait un choix double qui s'est avéré payant puisque l'Allemagne est le seul pays d'Europe qui voit son chômage décroître. Moi, je ne suis pas fasciné par le modèle allemand. Et je n'ai pas envie de m'installer dans un autre pays que le mien. Mais quand on est chef d'État, est-ce que vous ne croyez pas que le mieux qu'on puisse faire pour son pays, c'est de regarder ce qui marche ailleurs et de cesser d'être fasciné par ce qui ne marche pas? Du côté de ce qui ne marche pas, nous, en France, on a tout essayé. Et franchement, ça a été un triomphe. Franchement, les 35 heures, c'était merveilleux. Pour ça, on a été spécifique. Il n'y a pas un autre pays qui a fait le choix des 35 heures. Compte tenu du résultat des 35 heures, on comprend pourquoi les autres n'ont pas fait ce choix-là. Au milieu des années 2000, les Allemands se disent deux choses. La première, on va faire confiance au dialogue dans l'entreprise, au lieu de faire confiance simplement au dialogue national. Dans une entreprise, il y a des salariés, un chef d'entreprise, et s'ils étaient responsables des deux côtés, et si on leur faisait confiance? Idée très originale. Puis deuxième chose, deuxième choix stratégique qu'ils font, c'est qu'ils se disent, on va faire le choix de l'emploi, parce que l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Quand on n'a pas d'emploi, on n'a pas de pouvoir d'achat. Et c'est là qu'ils créent les accords compétitivité-emploi. Et ça marche. Je ne vois pas au nom de quoi ce qui a été signé par les syndicats allemands, les syndicats les plus puissants d'Europe, devrait être a priori refusé par les syndicats français. Je ne vois pas ce qui a été défendu par les socialistes allemands aurait du mal à être porté par la droite et le centre français. Et donc, nous avons, le Premier ministre a écrit hier aux syndicats et au patronat, donner 2 mois aux partenaires sociaux pour négocier ces accords compétitivité-emploi. Ça veut dire que dans vos entreprises, vous serez libres de discuter salaire, durée du travail, maintien de l'emploi. Vous serez libre, par exemple, de dire, eh bien écoutez, tout d'un coup, le carnet de commandes augmente, eh bien on va travailler plus, puis on vous payera plus. Liberté. Vous serez libre, le carnet de commandes diminue, de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on licencie ou est-ce que chacun fait un effort? La liberté, la confiance et la responsabilité. Ah, on me dit, mais alors, on voit, Monsieur le Président, vous êtes toujours pressé, 2 mois. Bon. 2 mois pour discuter, pour se comprendre. Les autres, ça fait 8 ans. Est-ce qu'il faut entendre encore 8 ans pour faire ce que font les autres, avec le succès qu'on connaît? Et je suis confiant qu'un certain nombre d'organisations syndicales répondront à l'appel qui a été lancé par les chefs d'entreprise, par vous, de discuter. Si la discussion se déroule bien, ben on la laissera faire. S'il devait y avoir un blocage idéologique, ça arrive parfois dans notre pays, il ne faudra pas dramatiser. Dans ce cas-là, le gouvernement déposera immédiatement un texte sur le bureau du Parlement pour que ces accords compétitivité-emploi deviennent la réalité. Enfin, la Banque de l'Industrie, je félicite les dirigeants d'Oseo parce que j'ai vu qu'il y avait déjà Oseo Industrie.
il y a déjà le logo. Nous allons doter Oseo Industries d'1 milliard d'euros, ce qui va permettre de vous faire 4 milliards d'euros de prêts, et notamment, quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental pour vous, nous allons permettre à Oseo Industries de faire des quasi-fonds propres pour les entreprises qui sont les vôtres. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez besoin d'argent pour vous développer. Il y a des fonds qui sont prêts à vous le prêter, mais ils demandent de devenir associés dans votre entreprise et vous ne le voulez pas. Avec les quasi-fonds propres d'Oseo Industries, vous aurez ces fonds à votre disposition sur le long terme, mais vous ne serez pas obligé de prendre un associé que vous ne souhaiteriez pas, et notamment un associé financier qui vous demandera des taux de rendement qui risquent de crucifier votre entreprise au moment où ça va moins bien. Voilà les décisions que nous avons décidé de prendre. Je les assume. Et je voudrais terminer en vous disant ceci, toujours pareil. On me dit, mais alors pourquoi vous les prenez si tard? Mais la crise, le premier semestre 2011, pour vos chiffres d'affaires comme pour l'emploi, sur les 6 premiers mois de 2011, il y a 5 mois où le chômage baisse. La crise que nous connaissons aujourd'hui, elle explose quand? À l'été 2011. Cette crise crée des conditions nouvelles. Alors on me dit, ah oui, mais il y a des présidentielles, il faut rien faire, il faut attendre. Ah, pour celui qui est au chômage, c'est intéressant, on lui dit, écoute, laisse-les s'expliquer là-haut, et pendant ce temps, c'est le chômage. Le problème, c'est qu'après les présidentielles qui ont lieu en mai, il y a des législatives. Si on ne fait rien avant les présidentielles, on ne fait rien aussi avant les législatives. Les législatives, c'est fin juin. Ah, puis après le mois de juin, je vais vous dire quelque chose de très original. Il y a un mois de juillet. Après toutes ces campagnes, ils vont être fatigués. Il faut partir en vacances. Ce qui veut dire que ceux qui veulent ne rien faire maintenant, ils vous proposent d'attendre le début du mois de septembre pour faire. Vous êtes chef d'entreprise, ou vous aspirez à devenir chef d'entreprise. Vous savez que 9 mois pour vous, c'est vital. En 9 mois, une entreprise peut disparaître. Une opportunité peut être ratée. Des milliers de personnes peuvent être au chômage. Il faut aller vite. Il faut être réactif. Et, mesdames et messieurs, ça sera ma conclusion. Je crois que les valeurs entrepreneuriales, nous devons nous en inspirer. Du pragmatisme, de la réactivité, de l'optimisme, de l'audace, de la prise de risque. C'est ça qui permettra à la France de réussir. Tout le reste échouera. On va s'en sortir si on est comme cela. Tous les autres, tous ceux qui ont pris ce chemin, ils ont développé leur économie, ils ont créé leurs emplois. Nous n'avons pas d'autre alternative possible. Et j'étais très heureux de pouvoir partager ces convictions avec vous en vous disant juste une chose, prenez votre chance, saisissez-la. Parce que si vous ne croyez pas en votre chance, personne n'y croira pour vous. J'ai vu des jeunes tout à l'heure fantastiques qui avaient des projets avec des idées qui ne m'auraient pas traversé l'esprit une minute. Mais je trouve ça tellement réjouissant pour notre pays qu'à 20 ans, qu'à 22 ans, qu'à 25 ans, on se dise mon rêve, c'est de créer mon entreprise, d'avoir des responsabilités sur les épaules, de participer à la construction et à la création de richesses dans notre pays, de donner des emplois aux autres, de me battre pour réussir. C'est tellement réjouissant par rapport à un discours ambiant qui ne parle que d'assistanat, que de dépenses en plus, que de filets de sécurité dans tous les sens et qui fait que la France, au lieu de regarder vers l'avenir, se tournera vers le passé. Bonne année à chacun d'entre vous et bonne réussite dans vos projets personnels et professionnels. Merci.